Donc on continue et je pense qu'il ne faut pas oublier l'enfant et l'adolescent dans cette histoire de dépression. Et donc c'est le sœur Michel va nous parler de la dépression masquée et qui va en fait chez commençons, c'est la dépression. Merci. On va parler de la dépression masquée et qui va en fait chez l'enfant et l'adolescent. Alors, honorable assistance, comme vous avez pu le constater, la dépression est vraiment le mal du siècle aujourd'hui. Mais qu'en est-il de nos enfants et adolescents ? Alors, chez les enfants, il faut savoir que la notion de dépression est assez récente. Et il a fallu attendre les années 70 pour qu'émerge une définition claire des symptômes de la dépression infantile. Les enfants et les adolescents sont plus susceptibles de présenter des formes masquées de dépression, puisqu'ils comprennent un peu mal les émotions et ils arrivent encore mal à les exprimer. Alors, la symptomatologie clinique dans cette population est très diversifiée, ce qui rend le diagnostic très difficile. Au quotidien, nous avons tous déjà entendu quelque part que les enfants sont toujours heureux, qu'ils ne peuvent pas déprimer, que si c'est le cas, alors ils sont soit gâtés, soit hystériques, soit c'est la faute aux parents, particulièrement la mère. Et puis parfois, il ne faut pas oublier certains troubles à la mode qui sont évoqués par certains parents, qui sont convaincus que leurs petits sont soit surdoués, soit au potentiel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques chiffres pour illustrer l'intérêt de la dépression. Alors, la dépression peut toucher 2% des enfants et 4 à 8% des adolescents, avec un pic d'incidence autour de la puberté. Le sexe ratio est de 1 chez les enfants, contrairement à l'adolescent où il est de 2 filles pour 1 garçon, donc une prédominance féminine. L'âge moyen du premier épisode dépressif se situe vers 14 ans chez la fille et vers 15 ans chez le garçon. La dépression peut être spontanément résolutive, mais environ 40% des enfants touchés vont récidiver et un tiers feront une tentative de suicide et 3 à 4% mourront par suicide. Le suicide est la 4e cause de décès chez les jeunes âgés entre 15 à 29 ans, selon l'OMS. Alors, quels sont les facteurs de risque qui prédisposent les enfants et les adolescents à la dépression ? Ces facteurs sont très nombreux et la liste est non exhaustive. On peut notamment citer par exemple les antécédents personnels ou familiaux de dépression, les maladies somatiques ou les maladies psychiatriques comorbides, on a les conflits familiaux, les séparations parentales précoces, la maladie des parents, le harcèlement scolaire, et puis la négligence ou encore toute exposition à un facteur de stress. En opposition à ces facteurs, il en existe d'autres qui sont protecteurs, notamment une absence d'antécédents familiaux de dépression, un haut niveau d'intelligence, un bon niveau de gestion émotionnelle, une bonne communication intrafamiliale, un bon soutien social, familial et un bon état physique et mental. Alors cette dépression de l'enfant et l'adolescent est-elle vraiment imputable aux parents ? Un enfant dont la mère a souffert de dépression durant la grossesse ou jusqu'à 3 ans après l'accouchement est nettement plus vulnérable à développer une dépression. Cela peut être dû au fait que pendant sa dépression, la mère n'a pas réussi à développer un lien affectif fort avec son enfant. Une dépression chez le père peut également avoir un effet sur l'enfant. Et le risque de développer une dépression est de 3 à 5 fois plus élevé lorsque les parents biologiques ont eux-mêmes souffert de dépression. Il est largement admis que la dépression de l'enfant et l'adolescent est différente de celle de l'adulte. Mais pourquoi ces différences ? Alors ces différences sont principalement dues à l'immaturité cognitive de l'enfant qui rend difficile l'identification et l'expression des émotions. On a l'immaturité de la régulation émotionnelle et des systèmes de neurotransmission qui exposent les tout-petits à la dépression. Et puis la capacité de l'enfant à faire face à la dépression qui repose davantage sur les interactions avec les proches. Alors quelles sont les particularités de la dépression masquée chez l'enfant ? Alors, les enfants déprimés ont souvent des sentiments persistants de tristesse, d'impuissance, de vide,
de désespoir, de dévalorisation. Un manque d'intérêt se traduit souvent par l'interruption des activités et les parents vous diront il ne s'intéresse à rien, on ne peut jamais lui faire plaisir. L'enfant lui-même peut répéter parfois je m'ennuie, j'en ai marre, et souvent survenant volontiers au décours d'un événement ayant une valeur de perte ou de deuil, comme par exemple la séparation des parents, et parfois à la suite d'un événement qui peut être aux yeux des parents complètement anodin, comme par exemple la perte d'un animal de compagnie ou l'éloignement d'un camarade de classe. Et cet épisode dépressif s'installe progressivement, mais le comportement de l'enfant apparaît nettement modifié par rapport à une situation antérieure. Le ralentissement psychomoteur et l'inhibition motrice peuvent se voir avec un aspect d'enfant petit vieux ou d'enfant trop sage. Et la perte de l'estime de soi peut se traduire par des propos tels que « je suis nul »,« je suis bon à rien », qui sont quasi systématiques. La dévalorisation s'exprime souvent à travers l'expression d'un doute immédiat face à une question ou une tâche. « Je ne sais pas »,« je n'y arrive pas »,« je ne peux pas ». Et une mention spéciale doit être faite à l'expression « mes parents ne m'aiment pas ». Mes parents ne m'aiment pas ou à moindre degré, on ne m'aime pas. Toutes ces expressions traduisent le sentiment de perte d'amour qui masque en général un sentiment de dévalorisation et d'autoculpabilité. L'expression consciente du sentiment de culpabilité peut s'exprimer directement par « c'est de ma faute ». L'isolement chez l'enfant, il est fréquent et les troubles de l'appétit peuvent s'observer. Plutôt, on a un comportement anorexique chez la petite enfance, pouvant entraîner des stagnations pondérales et un comportement de boulimie ou de grignotage chez l'enfant plus âgé. Les troubles du sommeil sont quasi constants, avec un sommeil difficile à trouver, avec souvent des oppositions au coucher, des refus qui amplifient le conflit avec les parents et qui peut susciter carrément des punitions parfois. Les cauchemars participent à la composante anxieuse, de même que les peurs fréquentes, par exemple la peur qu'un accident arrive aux parents. Et plus rarement, l'enfant semble se réfugier dans le sommeil, constamment replié sur lui-même, plus ou moins isolé, suçant son pouce dans un coin, et le jeune enfant somnole, paraît indifférent et ne cherche pas le contact. Il n'est pas rare que les idées de mort et de suicide soient exprimées parfois par les tout-petits, parfois directement « je veux mourir » et parfois, chez l'enfant plus grand, par une lettre écrite aux parents dans laquelle il déclare qu'il n'est pas aimé, qu'il va mourir et qu'il va se tuer, ou par un dessin. Cet aveu, ce dessin, sont souvent des motifs fréquents qui déclenchent la consultation. De manière simplifiée, on peut citer quelques masques fréquents de dépression chez l'enfant, comme l'irritabilité, qui est un symptôme cardinal de la dépression infantile. L'irritabilité prend souvent la forme de colère ou une forme d'opposition. Et dans ce cas-là, les parents vont vous dire « on ne peut rien lui dire, il est méchant, il est coléreux, il est nerveux, il refuse tout, il dit toujours non ou il n'est jamais d'accord ». Les plaintes somatiques sont habituelles également chez l'enfant, avec des maux de ventre, des maux de tête qui sont assez fréquents et qui sont la jonction de la problématique anxieuse et de la problématique dépressive, fréquemment associées. L'enfant peut ne pas reconnaître la relation entre son mal-être et ses douleurs physiques. Et il est essentiel d'examiner les symptômes dans le cadre de l'état émotionnel de l'enfant. C'est un moyen d'expression de la détresse émotionnelle. Et donc l'enfant, au lieu de dire « je me sens triste », il vous dira « j'ai mal au ventre ». La fatigue est un signe précoce, mais souvent négligé de la dépression infantile, et les douleurs sont souvent inexpliquées, persistantes, malgré des soins médicaux adaptés. Le plus souvent, on constate également une certaine instabilité ou agitation, surtout quand on demande à l'enfant certaines tâches ou des moments d'attention. Les parents remarquent que l'enfant ne sait plus jouer. Il change sans cesse d'activité, il semble incapable de prendre du plaisir à un investissement précis et interrompt son jeu à peine commencé. Dans la dépression infantile, la difficulté à penser, à être attentif au travail et à se concentrer entraîne souvent une fuite, un évitement ou carrément un refus du travail scolaire, appelé volontiers par certains parents paresse, mais aussi par l'enfant lui-même qui aboutit à l'échec scolaire. Dans quelques cas, l'enfant passe au contraire de longues heures tous les soirs sur ses livres, sur ses cahiers, mais il est incapable d'apprendre et encore plus à mémoriser. Comme pour l'enfant, la dépression masquée chez l'adolescent a aussi ses particularités.
Donc, comme disait Evelyne Kestenberg, qui est une psychanalyse française du XXe siècle, si tout se prépare dans l'enfance, voire dans la toute petite enfance, peut-être même dans les premiers jours de la vie, tout se joue à l'adolescence. D'où l'intérêt de porter une attention particulière à cette phase. La dépression à l'adolescence, elle est souvent polymorphe, avec une symptomatologie difficile à distinguer des déprimes inhérentes aux processus normaux à l'adolescence. Chez l'adolescent comme chez l'adulte, on peut trouver un ralentissement psychomoteur, on peut trouver une tristesse de l'humeur, une perte de plaisir, avec un désintérêt pour les activités habituelles, une perte de l'estime de soi, avec un sentiment d'autoculpabilité ou d'impuissance. Lorsque l'adolescent déprimé est seul avec le thérapeute, il répète volontiers « je ne sais pas, j'y arrive pas, je ne peux pas » et l'ébauche d'un dessin parfois s'accompagne souvent de commentaires très négatifs « c'est raté, c'est pas bien, c'est pas beau ». Et ici comme ailleurs, comme toujours dans notre métier, les causalités linéaires, les explications simplistes et les modalités d'abord réductrices ne sont pas de mise. Chez l'adolescent également, l'humeur dépressive n'est pas facilement exprimée et elle est souvent substituée par l'irritabilité. Et on note une sensibilité exacerbée aux imperfections, aux objets cassés et bien entendu la thématique de l'échec, de l'incapacité est au premier plan. À la préadolescence et à l'adolescence, l'agitation et les troubles de comportement, les conduites à risque, occupent l'avant-scène, à tel point qu'une agitation chez l'adolescent est considérée parfois par certains psychiatres comme une dépression jusqu'à preuve du contraire. Les plaintes somatiques sont aussi fréquentes et essentielles pour le diagnostic de la dépression chez l'adolescent. Elles sont variées, avec prédominance des préoccupations corporelles, des troubles du sommeil et des troubles de l'appétit. Dans le cadre de leur irritabilité et de leur agitation, les adolescents déprimés peuvent se prêter parfois à des conduites à risque, telles que des fugues, des scarifications, des automutilations ou encore des tentatives de suicide. Un adolescent déprimé peut également se réfugier dans ses jeux vidéo, dans ses réseaux sociaux, comme il peut expérimenter des substances psychoactives pour la toute première fois afin de remédier à ces maux. Le tableau suivant présente un rappel des caractéristiques cliniques de la dépression à travers les âges entre l'enfant, l'adolescent et l'adulte. La corrélation entre la maladie organique et la dépression chez l'enfant et l'adolescent est très complexe, elle est bidirectionnelle. Et ce tableau illustre le chevauchement qu'on peut avoir entre les symptômes de la dépression et les symptômes et les traitements des maladies somatiques. Et je cite à titre d'exemple, par exemple, la diminution de l'appétit ou la perte de poids, on peut rencontrer ça également lors d'une maladie chronique, lors d'un cancer, un diabète, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et ainsi de suite. Par exemple, l'insomnie, on peut l'avoir également en cas d'asthme, en cas d'ulcère, en cas d'hyperthyroïdie ou en cas de prise de corticoïdes ou de psychostimulants. Alors, comment diagnostique-t-on une dépression chez l'enfant et chez l'adolescent ? Pour poser le diagnostic de dépression, on se réfère toujours aux critères diagnostiques du DSM-5, résumés dans le tableau suivant. Comparativement à la dépression adulte, la dépression durant l'enfance et l'adolescence irait davantage de pair avec une humeur irritable ou labile qu'avec une humeur triste. Et le déclenchement de la dépression avant l'âge adulte peut être associé à des caractéristiques un peu atypiques, comme par exemple l'hypersomnie ou l'appétit accru. L'évaluation du risque suicidaire est un élément crucial face à un cas présumé de dépression. Il inclut le dépistage des idées suicidaires, l'évaluation des intentions et des plans suicidaires, les épisodes récents de désespoir, l'impulsivité, les antécédents de tentatives de suicide ou d'automutilation non suicidaire, les facteurs de stress et les facteurs protecteurs. Et notez qu'il y a quelques échelles validées, comme par exemple vous avez l'échelle de Columbia qui est même disponible en langue arabe, qui peut être utilisée pour étayer la vie clinique. Plusieurs échelles et questionnaires sont rapportés dans la littérature, dont certaines sont validées même en langue arabe et qui assistent le clinicien dans sa démarche diagnostique. Alors pourquoi c'est difficile de diagnostiquer la dépression chez l'enfant et l'adolescent ? Le diagnostic de la dépression chez l'enfant et chez l'adolescent est difficile. D'abord parce que les manifestations cliniques sont relativement discrètes, atypiques par rapport à un tableau dépressif classique de l'adulte. Ensuite, la dépression chez l'enfant est reconnue, mais à partir de modèles de psychopathologie adulte.
Et puis, il est malaisé de différencier un moment dépressif qui fait partie de la maturation de l'enfant de véritables troubles dépressifs caractérisés, et puis la dimension relationnelle des troubles dépressifs qui est particulièrement importante à cet âge-là et souvent méconnue. Mais est-ce que la symptomatologie antérieurement détaillée correspond toujours à la dépression? La réponse est non, puisque la dépression peut prêter confusion chez l'enfant et l'adolescent avec plusieurs pathologies, notamment des maladies somatiques, des pathologies psychiatriques, comme par exemple les troubles anxieux, le TDAH ou simplement une crise d'adolescence. Une attention particulière doit être prêtée également aux comorbidités pouvant exister, puisque la fréquence des troubles comorbides est élevée chez l'enfant. Environ les 2/3 des enfants déprimés présentent au moins un autre trouble comorbide et plus de 10% d'entre eux présentent 2 ou plus. Les mécanismes par lesquels la comorbidité apparaît restent à ce jour obscurs. Mais le plus souvent, il s'agit d'un trouble anxieux, d'un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, on peut avoir un trouble d'opposition avec provocation, on peut avoir des troubles de conduite, de la toxicomanie, on peut également mentionner les troubles de conduite alimentaire, des troubles des apprentissages ou des troubles somatiques. Et comment évolue la dépression chez l'enfant et l'adolescent? Certains facteurs sont associés à une durée plus longue de l'épisode, notamment la sévérité clinique du tableau, les antécédents de dépression, la présence de comorbidité, les événements de vie qui sont négatifs, les antécédents psychiatriques familiaux et puis le moins bon fonctionnement psychosocial. On peut obtenir une rémission dans 90% des cas au bout d'un an, sous traitement, et la dépression de l'enfant et de l'adolescent a tendance à récidiver. La probabilité de récidive dans les 2 ans est de 40%, et dans les 5 ans est de 50%, et à l'âge adulte, elle est de 60%, avec un potentiel risque évolutif vers une dépression unipolaire à l'adolescence ou de troubles bipolaires. Certaines caractéristiques, comme mentionné sur le tableau suivant, peuvent faire suspecter aux cliniciens une évolution probable vers un trouble bipolaire. Et quel est le pronostic de la dépression chez l'enfant et l'adolescent? Un épisode dépressif infantile dure en moyenne 7 à 9 mois et l'apparition plus précoce entraîne une morbidité plus importante à l'âge adulte, dans un large éventail de domaines, notamment le fonctionnement social, le fonctionnement professionnel, avec une qualité de vie qui est médiocre, plus de comorbidités psychiatriques et somatiques, davantage d'épisodes dépressifs et de tentatives de suicide au cours de la vie et une plus grande gravité des symptômes. Donc la principale complication de la dépression durable réside surtout dans le retentissement scolaire. Alors, quels sont les signes d'alarme qui doivent pousser les parents à consulter un pédopsychiatre? Par exemple, si on a un sentiment de tristesse persistant, si on a une irritabilité qui est anormale, des douleurs physiques comme des maux de ventre ou des maux de tête inexpliqués, lorsqu'on a un isolement fréquent et constant de l'enfant, lorsqu'on a des changements qui sont observés et signalés par les enseignants, ou lorsqu'on a une faible estime de soi, un enfant qui par exemple trouve qu'il est nul tout le temps. Bien évidemment, chacun de ces signes pris isolément n'est pas nécessairement significatif d'un épisode dépressif, mais leur conjonction, leur permanence dans le temps et la modification comportementale qu'ils induisent par rapport à un comportement antérieur est très caractéristique et alarmante. Si votre enfant montre quelques signes de dépression, autant que parent, vous avez aussi un rôle à jouer pour favoriser le bien-être de votre petit et pour lui donner une bonne structure au quotidien. Par exemple, montrez-lui que vous êtes présent. Passez plus de temps et du temps de qualité surtout avec lui. Soyez empathique, montrez-lui que vous comprenez ses émotions. Montrez-lui comment faire des exercices de relaxation ou de méditation et assurez-vous que votre enfant a une bonne hygiène de vie. Ensuite, un petit mot sur la prise en charge de la dépression de l'enfant et de l'adolescent que j'aborderai brièvement car il fera l'objet de la conférence du professeur Berremi tout à l'heure. Alors, le traitement commence toujours par des règles hygiéno-diététiques, par une psychoéducation de l'enfant et des parents. Une psychothérapie peut être effectuée en famille dès l'âge de 3 ans avec des approches adaptées aux tout petits. On a des thérapies par le jeu, par le dessin, etc. Un enfant un peu plus vieux peut également commencer une psychothérapie individuelle s'il se sent capable de demeurer seul avec un thérapeute. Cela peut habituellement se produire vers 8 ans.
En ce qui concerne le traitement pharmacologique, seuls quelques inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, comme la fluoxétine, semblent sécures chez les tout-petits, avec comme règle de prescription le consentement éclairé des parents et de l'enfant, la monothérapie, la dose minimale efficace et surtout le suivi rapproché de l'enfant pour vérifier la tolérance du médicament et l'efficacité du traitement. Les répercussions de la dépression de l'enfant et de l'adolescent sur la scolarisation peuvent entraîner des besoins éducatifs particuliers et des aménagements spécifiques doivent être mis en place. Il est essentiel que l'enseignant instaure un dialogue avec l'enfant de façon à comprendre quelles sont ses préoccupations, quels sont ses questionnements, ses tristesses et jouer un rôle d'apaisement par rapport à ces dernières. Il ne faut pas les nier, mais plutôt les dédramatiser et l'enseignant pourra même en discuter avec les parents pour contribuer à cette réassurance explicatrice. Il faut reconnaître la validité de la pensée propre de l'enfant. Il faut lui demander régulièrement son point de vue, même s'il se tient à l'écart. Il faut éviter d'accompagner les évaluations scolaires de commentaires très dépréciatifs portant sur le comportement ou le courage qui attaquent l'estime de soi. Il faut plutôt expliquer à l'enfant ce qui reste à faire et comment le faire. Il faut prouver à l'enfant qu'il est capable de réalisations positives. Il ne faut pas oublier de ponctuer ses réussites, lui confier la responsabilité de tâches, certes à sa portée, mais d'importance réelle. Et il est important que l'enfant déprimé soit reconnu comme tel, c'est-à-dire étayé. La mise en évidence de la souffrance d'un enfant et sa prise en compte par l'entourage entraîneront une meilleure réceptivité aux événements positifs qui l'aideront à reprendre confiance. Et il est important de respecter, autrement dit, de prendre au sérieux les moments de retrait, mais aussi la tristesse exprimée, car il s'agit d'une vraie tristesse et non pas d'un enfantillage. Et si l'enfant comprend qu'on accepte sa difficulté, il acceptera de faire un pas dans la direction de la communication. Mais comment prévenir une dépression de l'enfant et de l'adolescent ? La prévention se base principalement sur deux concepts principaux. Repérer le plus précocement possible les facteurs de risque potentiels, adopter les méthodes de prévention aux facteurs de risque repérés et au niveau du développement de l'enfant. Selon l'OMS propose quelques approches communautaires efficaces en la matière qui comprennent des programmes scolaires qui visent à renforcer une aptitude positive à faire face aux difficultés chez les enfants et les adolescents, des interventions qui sont destinées aux parents et des enfants présentant des troubles de comportement afin de soulager les symptômes dépressifs des parents et voir les répercussions positives sur l'enfant. Et on a des programmes d'exercice physique qui peuvent aussi prévenir efficacement la dépression. Et pour conclure, la dépression de l'enfant et l'adolescent est une entité hétérogène, souvent sous-diagnostiquée. La connaissance des particularités cliniques et des spécificités de l'enfant et l'adolescent aide considérablement le clinicien dans sa prise en charge. Et merci pour votre attention.